Tout le monde sait que les pirates étaient des combattants redoutables. Mais leur plus grande victoire, ils les ont remportées par l'intelligence, et non par la force brute. Un petit équipage de pirates pouvait maîtriser un navire 3 fois plus grand, mais il devait d'abord trouver l'occasion idéale. Oubliez les films. Les pirates étaient des chasseurs calculateurs qui avaient fait de la sélection de leurs cibles une science, surtout si celles-ci dépassaient massivement leurs propres navires en taille. La première règle était l'étude du comportement du navire. Les pirates se positionnaient à des points stratégiques le long des routes commerciales fréquentées, souvent cachés derrière de petites îles ou dans des baies abritées. De là, ils observaient quotidiennement des douzaines de navires à la recherche de signes de vulnérabilité. Un navire dont la ligne de flottaison était haute était généralement vide de provisions. Des voiles rapiécées ou des réparations sur la coque indiquaient que le navire avait déjà des problèmes en mer. Les cibles les plus prisées étaient les traînards. Lorsque de grands convois commerciaux passaient, les pirates attendaient les navires qui traînaient. Ces vaisseaux isolés étaient des proies faciles, surtout s'ils avaient du mal à suivre le rythme. Un capitaine capturé a écrit un jour qu'un retard de 2 heures dû à un gouvernail endommagé leur avait tout coûté. Les pirates comprenaient parfaitement les schémas commerciaux et le calendrier. Ils savaient à quel moment les navires des différentes compagnies étaient les plus chargés. Les galions espagnols transportant des trésors naviguaient avec une charge maximale en été, tandis que les navires de la Compagnie des Indes orientales transportaient leur cargaison la plus riche au printemps. Cette connaissance aidait les pirates à être au bon endroit au bon moment. Le temps jouait également un rôle. Après les tempêtes, ils recherchaient spécifiquement les navires qui avaient été séparés du convoi ou endommagés. Ces navires cherchaient souvent désespérément de l'aide, ce qui facilitait l'approche. La taille du navire cible était moins importante que son état et son équipage. Les pirates faisaient très attention à la façon dont un navire était entretenu et au comportement de l'équipage. Un grand navire avec un équipage désorganisé était souvent une cible plus facile qu'un navire plus petit et bien géré. Ils recherchaient des signes tels qu'un gréement de voiles bâclées, des ponts mal entretenus ou des gardes irrégulières. Un aspect crucial était le moral de l'équipage. Les pirates savaient que l'envie de se battre dépendait souvent de la durée du voyage. Les navires en fin de long voyage avaient des équipages épuisés, plus enclins à se rendre. Le pirate Benjamin Arnold a décrit sa cible idéale comme un navire riche à la fin d'un long voyage avec un équipage qui préférait rentrer chez lui plutôt que de défendre la cargaison. Sur les 28 navires qu'il a attaqués en 2 ans, 24 se sont rendus sans résistance notable. L'heure de la journée influençait également le choix. Les attaques à l'aube étaient particulièrement efficaces, car elles surprenaient les équipages pendant le changement de quart, lorsque la tension était au plus bas. Mais trouver la cible n'était que le début. Le véritable défi consistait à s'approcher suffisamment près sans effrayer la proie. C'est là que les pirates se sont montrés maîtres de la tromperie. Ils ne se contentaient pas d'arriver en brandissant un drapeau noir, mais agissaient de manière plus subtile. L'astuce du faux drapeau était leur préférée. Les pirates avaient des drapeaux de différentes nations pour se faire passer pour d'inoffensifs marchands. Charles Vane aurait eu 17 drapeaux nationaux différents à bord qu'il changeait comme des costumes. Les drapeaux n'étaient que le début. Les pirates cachèrent leurs canons sous des bâches, rangeaient les armes sous le pont et habillaient leur équipage comme de simples marins. Certains simulaient même des goûters sur le pont, y compris des membres d'équipage déguisés en passagers fortunés. La géographie des Caraïbes, avec ses nombreuses baies, offrait des cachettes parfaites pour attendre sans être vu. Un capitaine marchand a décrit comment un navire pirate avait attendu pendant des jours près de Nassau, comme une araignée dans sa toile. Une autre astuce était celle de l'oiseau blessé. Les pirates simulaient une détresse en mer, avec des voiles déchirées et des signaux de détresse. Les capitaines serviables s'approchaient et étaient surpris par des pirates soudainement armés. En 1718, il y a même eu un cas où 2 navires pirates ont coopéré. L'un prétendait être un navire marchand attaqué par l'autre, afin d'attirer des personnes voulant aider dans un piège. Certains pirates ont même installé de faux comptoirs commerciaux sur des îles. Henry Morgan a utilisé un fort espagnol conquis comme base pendant un mois pour attirer les navires de passage. Même la musique était utilisée. Le chant de marins connus était censé simuler la paix. Mais le plus brillant était la collecte d'informations.
Ils interrogeaient les marins capturés sur les signaux et les protocoles afin d'imiter parfaitement le comportement des navires légitimes. Outre la tromperie, la vitesse était la plus grande arme des pirates. Leurs navires étaient spécifiquement modifiés pour la vitesse. Ils enlevaient les décorations lourdes, réduisaient le nombre de canons et remodelaient les coques. Sur le Adventure Prize, même la cabine arrière a été enlevée pour l'alléger. Les pirates utilisaient habilement le vent et le courant en se positionnant au vent. Cela leur permettait d'attaquer rapidement et de se replier avant qu'un grand navire ne puisse aligner ses canons de bordée. Certains utilisaient même la vague d'étrave de la cible pour gagner en vitesse. Un détail important, les pirates voulaient rarement couler des navires car ils ne voulaient pas détruire le butin. Au lieu de cela, ils visaient la capacité de manœuvre, en particulier le gouvernail. Les attaques coordonnées avaient souvent lieu dans l'angle mort de la poupe. Lors de l'attaque de la guêpe, ils effectuaient de rapides piqûres sous différents angles, ce qui épuisait les défenseurs. Un capitaine espagnol s'est plaint que ces diables ne restaient jamais assez longtemps immobiles pour se battre correctement. Ils profitaient également du mauvais temps, car les grands navires pouvaient difficilement viser par forte houle, tandis que les petits navires pirates restaient agiles. En 1718, un sloop pirate a échappé à un navire de guerre en naviguant directement dans une rafale que le plus grand navire jugeait trop risquée. La psychologie était cruciale. Les pirates attaquaient souvent par paires. Pendant que la cible se concentrait sur une menace, le deuxième navire s'approchait par derrière. Parfois, ils utilisaient leur agilité uniquement pour épuiser l'équipage adverse par des changements de cap constants. Lorsque la cible était à bout de force, l'arraisonnement commençait comme une science impitoyable. Les grappins étaient lancés avec une extrême précision. La première vague était souvent constituée de fumigènes, des barils de pois et de soufre brûlant qui aveuglaient et faisaient suffoquer les défenseurs. Un capitaine hollandais a écrit que le diable avait d'abord envoyé la fumée et quand on pouvait à nouveau voir, les pirates étaient déjà à bord. Les attaques avaient lieu à partir de plusieurs points en même temps afin de diviser l'attention. Les pirates essayaient de paraître aussi effrayants que possible, avec des visages noircis, des mèches allumées dans la barbe et des cris terribles. Les manœuvres d'arraisonnement réussies duraient souvent moins de 3 minutes. Bartholomew Roberts faisait pratiquer des tactiques d'arraisonnement à son équipage tous les dimanches. Les armes telles que les épées courtes et les pistolets multiples chargés étaient alors préférées pour le combat rapproché. Henry Johnson aurait porté 6 pistolets à chaque bataille. Les pirates les plus intelligents éliminaient d'abord les officiers afin de briser le commandement. Les équipes d'arraisonnement travaillaient souvent par équipe de 3. Un se battait, un assurait la sécurité, un cherchait des informations. Les équipes de recherche se dirigeaient immédiatement vers la cabine du capitaine afin de s'emparer des cartes et des listes de chargement, qui étaient souvent plus précieuses que la cargaison elle-même. Après le combat, le pillage fonctionnait comme une entreprise bien huilée. L'équipage était d'abord séparé et les officiers isolés afin d'apprendre les secrets du navire. Des équipages efficaces vidaient un navire en moins de 2 heures. Des équipes spécialisées recherchaient les compartiments secrets, tandis que d'autres transféraient la cargaison. Ils tenaient des registres détaillés et connaissaient les prix du marché dans différents ports. Les appareils de navigation, les cartes et les documents étaient prioritaires pour le renseignement. Des choses pratiques comme l'eau, les médicaments ou même les bons cuisiniers étaient également emportés. Les navires étaient rarement endommagés car ils pouvaient être vendus ou utilisés comme nouveaux navires amiraux. Pour trouver les objets de valeur cachés, ils mesuraient la profondeur de la cale ou utilisaient des chats qui se cachèrent dans les cachettes. Les informations sur les autres navires étaient souvent plus précieuses que l'or. L'organisation était la clé. Les pirates utilisaient des drapeaux à code couleur pour coordonner le pillage. Rouge pour les armes, jaune pour la nourriture, noir pour les objets de valeur. La spécialisation était essentielle. Tireurs d'élite pour les officiers, experts pour couper le gréement. Les décisions démocratiques garantissaient que chaque plan d'attaque bénéficiait des connaissances de l'ensemble de l'équipage. Un système de récompense encourageait le courage. Celui qui découvrait une faiblesse en premier ou qui a raisonné en premier recevait des parts supplémentaires. L'entraînement était intensif et se concentrait sur les points faibles des grands navires. Black Bart faisait pratiquer son équipage à bord de son propre navire.
Ils tenaient des journaux de bord sur les tactiques réussies contre différents types de navires. Des règles strictes contre les jeux de hasard, où l'ivresse assurait la capacité opérationnelle. Leur plus grande force était l'unité. Contre un navire 3 fois plus grand, ils se battaient comme une unité coordonnée, ce qu'un officier capturé a comparé à un combat contre un seul combattant habile, plutôt que contre un groupe. Ces leçons sur le travail d'équipe et l'organisation ont montré comment de petites forces organisées pouvaient vaincre même les navires les plus puissants en mer. Si cette histoire a changé votre vision des hors-la-loi des mers, alors abonnez-vous à notre chaîne et aimez la vidéo. Nous déterrons l'histoire que d'autres ont tenté d'enterrer. Façonnez l'avenir avec nous. Le prochain trésor sera bientôt déterré.